Alors, merci beaucoup à mon ami Mac pour m'avoir apporté son ordinateur et pour son assistance informatique. Et euh, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être ici. J'avais préparé une jolie présentation pour ces colloques. Elle avait deux défauts quand même, hein. La première, c'est que c'est trop longue. C'est le fruit d'un petit malentendu. Pas de quoi en faire une question, mais il faudra aller très vite, peut-être trop vite, car il y a beaucoup de terrain à couvrir. Deuxièmement, ma présentation était en anglais, car je croyais que les travaux se dérouleraient en anglais, mais je ne voulais pas perdre l'occasion de combattre avec vous les monoglottismes anglo-saxons. Et alors, j'ai demandé ce matin même à ma secrétaire de traduire ma présentation. Et le problème, c'est qu'elle ne connaît même pas un mot de cette langue, mais elle a utilisé Grok. Et alors, c'est un expériment aussi, mais la responsabilité des fautes de grammaire possibles n'est pas de mon pauvre français, mais plutôt de l'intelligence artificielle. Alors, le vrai titre de ma communication est Identité, diversité en Afrique et dans le monde, du vieux paradigme humaniste occidental à un avenir post-humain. Et là, il y a une petite provocation. Je suis bien sûr au courant que beaucoup de nos camarades transhumanistes dans le monde considèrent le transhumanisme comme un humanisme, même si cela pourrait paraître un peu contradictoire d'un point de vue linguistique. Moi, je ne suis pas entièrement à l'aise avec cette terminologie. Qu'est-ce que ça signifie dans notre contexte? Cela signifie probablement que la technologie doit bénéficier l'homme, être au service de l'homme. Et là, cela pourrait paraître une idée noble, même évidente, mais moi, je préfère me considérer post-humaniste, non pas seulement d'un point de vue transhumaniste, c'est-à-dire d'envisager un changement post-humain, mais aussi d'un point de vue ordinaire, philosophique. Pourquoi? Parce que l'idée du fait que la technologie doit bénéficier l'homme, hein, c'est là sans un peu, à mon goût, avant tout, d'individualisme. C'est-à-dire pourquoi l'homme et non pas la communauté. Ubuntu peut-être, je ne sais pas si cela traduit le terme africain, mais on disait que les hommes ne sont pas des insectes sociaux. Il faut quand même reconnaître que la plupart des sociétés contemporaines sont à l'extrême opposé de ce modèle social. Deuxièmement, humanisme, ça sent un peu le spécisme, c'est-à-dire pourquoi l'homme et non pas les surhommes, par exemple, ou l'écosphère, ou l'intelligence en général dans l'univers, c'est-à-dire l'intelligence humaine, animale, artificielle, extraterrestre, des cerveaux dans une ampoule, de le télécharger sur n'importe quel support, etc. Et troisièmement, le concept d'humanisme, ça sent un peu le globalisme et l'universalisme occidental. Et moi, je soutiens l'idée d'un transhumanisme africain qui soit enraciné, qui soit souverainiste, qui soit identitaire, etc. Et ce n'est pas une appropriation culturelle du paternalisme de ma part, car j'ai exactement la même position pour ce qui concerne les transhumanismes européens. Alors, pourquoi l'Afrique? L'Afrique est un endroit tout à fait spécial dans notre planète. En effet, l'Afrique n'est pas seulement riche en ressources naturelles, mais elle constitue également
un centre vital de diversité biologique, anthropologique et linguistique. Et c'est une amalgamation unique fait du continent un point d'étude et d'appréciation majeur pour comprendre l'évolution de l'humanité et son patrimoine culturel. Et ce qui est nécessaire aussi pour envisager une évolution ultérieure. Qu'est-ce que est la signification évolutive de l'Afrique? C'est bien évident, c'est-à-dire c'est les continents qui représentent les berceaux des grands singes, les êtres humains compris, et c'est encore les continents qui présentent la plus grande richesse d'écosystèmes divers et d'adaptation, ce qui un tour représente le fait que il y a une énorme richesse génétique et une énorme richesse des solutions naturelles dans les continents africains vis-à-vis d'autres endroits dans la planète. Et effectivement, cela est aussi le fait de réfléchir sur l'hominisation, c'est-à-dire sur les origines de l'Homo sapiens, est aussi un pas nécessaire, à mon avis, pour envisager quelle pourrait être son évolution ultérieure que je vois de façon plus réelle, en effet. C'est-à-dire, peut-être certains d'entre nous aimeraient avoir des nageoires et des branchies et des autres plutôt se livrer dans les ciels avec des ailes. Et il n'y a aucune raison pour laquelle une évolution ultérieure de notre espèce ne devrait pas être disons, plurielle et même divergente à la limite. Encore, il n'y a pas seulement la qualité, la diversité, la différence, etc., mais il y a aussi un problème de quantité. C'est-à-dire, ce qui est très spécifique de l'Afrique, à part le fait d'avoir la plus grande diversité en son propre sein de langages, de cultures, de variations génétiques même, en même temps, l'Afrique est presque la seule place au monde qui a encore un solde démographique positif. Car on a beaucoup discuté les risques de l'explosion démographique, etc. Mais bien au contraire, les projections actuelles envisagent un big crunch vers la moitié du siècle où l'humanité devrait atteindre son sommet numérique et après, pour des phénomènes de feedback positifs, avoir une décroissance assez rapide et assez dramatique. D'autant plus que les Big Bang et les Big Crunch, ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire filmer, tourner au contraire, parce que la croissance comporte des phénomènes qui sont tout à fait différents de ceux de la décroissance, même au même niveau, par exemple, numérique ou d'exploitement des ressources, d'exploit des ressources, etc. Alors là, comme je disais, je soutiens de tout cœur la souveraineté et identité culturelle africaine. Et il faut bien dire que cela reste toujours menacé par l'imposition des normes étrangères. Il y avait naguère un problème de souveraineté d'un point de vue juridique, mais il reste toujours un problème d'identité, des racines, d'effacement de la diversité par le fait que, en effet, il y a la technologie même a contribué à l'homogénéisation planétaire et en même temps la technologie pourrait apporter de remèdes. Par exemple, d'un point de vue linguistique, cette présentation et la démonstration qu'on peut passer assez rapidement d'une langue à une autre
Et probablement la prochaine fois, je pourrais parler en italien et chacun d'entre vous écouter ma présentation en français ou bien même dans une langue africaine traditionnelle. Il y a certains mépris de l'autodétermination de la culture globaliste, à mon avis, parce que l'idée, c'est que il y a un seul système juridique et culturel, une seule norme sociale qui est, entre guillemets, juste, et tout le monde n'aurait que s'à conformer à ce paradigme, ce qui est très aux opposés au concept des souverainetés populaires et au concept de l'identity politics. Et alors, l'idée, c'est que la sauvegarde de la diversité culturelle reste importante d'un point de vue transhumaniste, au même titre que, par exemple, la disponibilité de la biodiversité, et c'est là qui permet à l'évolution d'avoir lieu. Parce que si on met tous les œufs dans le même panier, bien sûr, on prend un risque parce que même si c'était correct, ce que je ne crois pas que l'optimalité est un concept objectif, le changement de circonstances, par exemple, ou bien tout simplement la logique interne d'un système, s'il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y a pas de concurrence entre modèles différents, s'il n'y a pas de d'hybridation et même des fertilisations réciproques des systèmes différents. Et c'est très difficile qu'une évolution puisse avoir lieu. C'est-à-dire l'entropie, cela n'engendre pas grand-chose une fois qu'elle est atteinte. Alors, le problème, cela résume un peu l'idée de la négation des identités locales pour un système global, l'imposition des modèles étrangers, l'exploitation through globalization, euh, l'érosion de la self-determination et la cultural disintegration risk. I don't know why this was not translated. Alors, très rapidement, la mondialisation offre bien sûr aussi des opportunités. Ce n'est pas l'idée de s'isoler, de créer une autarchie totale des cultures, des économies, de la recherche, etc. Mais c'est une épée à double tranchant. Et pour ce qui concerne l'impact de la mondialisation sur l'Afrique, il y a des opportunités, mais il y a aussi des défis qui affectent les économies locales et les identités culturelles. Par exemple, quelque chose qui est très débattu, qui fait l'objet d'un débat politique important un peu partout dans le monde, c'est l'histoire de la migration de masse. Et la migration de masse a bien sûr des conséquences pour les sociétés d'arrivée, mais elle a aussi des conséquences pour les sociétés d'où les émigrés, les sociétés de départ. Et là, il y a une fuite de cerveau. C'est un vieux terme. Hein. Cette idée, c'était le brain drain. C'était ce qui subissait l'Europe de la part des États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n'est pas seulement l'intelligence qui a la tendance à partir, mais ce sont aussi peut-être les gens qui ont plus d'initiative, etc., s'ils ne trouvent pas les opportunités pour le développer sur place, ils auront bien sûr la tendance à partir plus souvent que les gens qui sont contents finalement de leur situation. Il y a aussi le problème de l'exploitation des ressources naturelles. Nous sommes sur une planète qui est finie. L'innovation peut
pousser les frontières de l'utilisation des ressources naturelles. Mais c'est vrai que si j'ai, par exemple, les contrôles de ressources d'une autre région, d'un autre pays, j'ai peut-être moins de regard et moins d'attention au fait que ce soit de pratiques soutenables, au fait que ce soit des pratiques qui soutiennent, qui sont conformes aux exigences locales. Et qu'est-ce que peut faire l'Afrique? Je crois que le défi pour l'Afrique, ce serait d'ouvrir à la reconquête de ses ressources humaines. Et la rémigration est parfois perçue comme un sujet raciste en Europe, par exemple, mais c'est vrai il pourrait y avoir un intérêt, comme par exemple la Chine. La Chine avait beaucoup de chercheurs qui travaillaient ailleurs, par exemple aux États-Unis, et maintenant il est en train de répatrier ces chercheurs qui peut-être ont été éduqués avec des investissements de la part leur communauté des provenances. Et il y a aussi on parlait des ressources humaines, mais aussi les ressources génériques, pardon, les ressources génétiques, c'est-à-dire la diversité qui caractérise les continents africains. C'est une richesse incroyable, c'est-à-dire pour faire de l'editing génétique, il faut avoir les gènes. C'est-à-dire, on pourra peut-être créer des gènes d'après une feuille blanche, mais tout ce qui existe en nature et tout ce qui peut être euh, cut and paste, tout ce qui peut être coupé et collé, c'est bien sûr la matière première. Et là, par exemple, l'Afrique a un potentiel énorme en ce qui concerne les biotechnologies, pas seulement les biotechnologies appliquées à l'homme, mais aussi à l'agriculture, au bétail, etc. Mais aussi pour ce qui concerne les hommes, hein, en effet, vous savez que le reste du monde euh, dans la planète, cela provient d'un groupe assez petit des migrants de l'Out of Africa, était peut-être 50 000 personnes, et ils ont amené avec eux leur langue, leur gène. Et tout cela a engendré, bien sûr, une différenciation successive, mais finalement, il y a eu un bottleneck de bouteilles. C'est-à-dire c'est-à-dire que toute la différence du reste de la planète ne dérive que de ces 50 000 immigrants. Tandis que l'Afrique, en tant que berceau de l'humanité, et même pas seulement de notre espèce, mais aussi de notre famille, de notre ordre, a la plus grande variété de génétique qui peut bien sûr être euh, utilisé pour développer une diversité, non pas seulement pour protéger la diversité qui existe, mais aussi pour pour engendrer de la diversité ultérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de petites phases? Il y a un problème d'évaluation des ressources, peut-être des prospections, mais il y a une phase de prendre des consciences et de prise de conscience et de revitalisation culturelle. Il y a un problème d'autonomisation technologique. Bien sûr, c'est très important la communication, les échanges, le fait que le résultat des recherches soit partagé, etc. Mais on a vu qu'à un certain niveau des concurrences, un certain niveau d'autonomie technologique, cela crée plus de progrès qu'une coopération complètement indistincte à un niveau global. Ce qui justifie d'ailleurs comme la raison pour laquelle dans les derniers 10 ans, nous avons vu plus de progrès que disons, des années 70 jusqu'aux années 10 ou 20 du nouveau siècle.
Et il y a bien sûr une phase d'élaboration des politiques, c'est-à-dire la main invisible arrive jusque-là et à un certain moment, il faut qu'il y a des politiques délibérées par des autorités gouvernementales et qui ont la possibilité de se faire charge non pas seulement du destin ou des résultats d'une entreprise, mais d'une communauté entière. Il y a la collaboration, bien sûr. Cela reste, c'est-à-dire, mais ce n'est pas l'idée d'avoir un globalisme absolu, mais plutôt le fait d'établir des rapports sur une base de réciprocité avec des sujets spécifiques sur la base d'intérêts communs. Alors, la revitalisation des systèmes culturels est important, à mon avis. Je crois que la préservation du patrimoine culturel est fondamentale là. Aussi parce qu'il y a du savoir qui est sous-estimé probablement. On l'a vu par exemple dans les domaines médicaux. Et il y a un problème aussi d'intégration pour la durabilité, c'est-à-dire il faut bien sûr non pas seulement développer la région, mais aussi la protéger par des exploitements sauvages qui vont endommager l'environnement. Et là, l'éducation, nous sommes dans une université, mais les points fondamentaux, c'est le fait d'avoir une classe de pas seulement des scientists, des scientifiques, pas seulement d'ingénieurs, aussi d'intellectuels, mais le fait d'avoir un système éducatif efficace. Et là, les bouts, finalement, les buts, c'est le fait d'atteindre un niveau de développement technologique autonome qui va au-delà du fait d'avoir des infrastructures qui utilisent des produits dessinés et parfois produits ailleurs. On a déjà parlé de ça. Très rapidement, un peu de statistiques qui sont assez encourageantes. Je vais passer très vite sur ces indications que j'ai tirées de l'Internet. Alors, tous les changements révolutionnaires doivent tenir en compte qu'on ne peut pas gaspiller, on ne peut pas détruire ce qui existe. Cela est tout spécialement vrai pour un continent qui a encore des ressources naturelles. C'est-à-dire en Europe, peut-être les problèmes, c'est plus de reproduire ou de reconstruire ce qui était détruit. En Afrique, vous êtes assez heureux pour avoir encore beaucoup de nature relativement incontaminée. Et là, on arrive à la polémique typique du monde transhumaniste, le fait qu'il faut résister à la technophobie, parce que s'il y a de la technophobie, cela amène à la décroissance, au sous-développement et tout ce qui décroît, tout ce qui est sous-développé est aussi l'économie des pénuries, ce sont des économies d'exploitement sauvage. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas que si on refuse la technologie, on protège la nature ou les modes de vie traditionnels. Bien au contraire, c'est là, ce sont des luxes. Il faut engendrer, premièrement, la richesse pour pouvoir se permettre ça. Le bioludisme, c'est une tentation un peu partout, mais en Afrique, je crois que cela pourrait être mal entendu comme une sorte de résistance au modèle technologique et qui, en effet, a été créé en Europe et après exporté dans d'autres pays, mais qui
a eu à un niveau industriel, disons, son épicentre en Europe, tandis que, par exemple, d'autres technologies comme l'agriculture ont bien sûr été inventées en Afrique. Et là, c'est le fait d'adopter les progrès technologiques, non pas comme imitation, mais peut-être de s'emparer du progrès technologique. Et pour faire cela, l'Afrique doit trouver ses propres règles, ses propres projets, son propre destin, etc., sans assumer de façon plus ou moins automatique par exemple, des principes bioéthiques dictés par des puissances internationales d'après leur intérêt dans la pire des hypothèses, mais même dans la meilleure des hypothèses d'après leur paradigme culturel. On en a déjà parlé. Et sous ces profils, par exemple, l'Amérique du Sud a offert des opportunités pour des recherches, pour des initiatives, etc. C'est là, c'est plutôt pour le fait qu'il y a un enforcement plus faible, par exemple, des règles occidentales. Mais là, le problème, ce serait plutôt d'établir ses propres règles plutôt que d'être dicté ce qui est bien, ce qui est souhaitable. Et cela aboutit à poursuivre la transformation post-humaine en Afrique, qui n'est pas une transformation post-humaine qui devrait suivre les mêmes parcours partout ou engendrer les mêmes résultats partout. C'est bien sûr assez partageable l'idée que c'est mieux de ne pas souffrir de paludisme plutôt que d'en souffrir. Mais à partir de cela, les ambitions, les valeurs, les projets et les orientations culturelles peuvent bien sûr varier parce que finalement, ce n'est qu'à nous de décider ce que nous voulons devenir. Et pour résumer ce que je viens de dire, la solution, c'est peut-être le fait de conjuguer l'innovation technologique avec la tradition. Et là, l'idée, ce serait de forger un récit unique pour l'Afrique qui puisse euh, disons, définir une forme de transhumanisme spécifique à l'identité africaine. Et comme je disais au départ, cela va dans la même direction de ce qui souhaitent des mouvements identitaires aussi ailleurs dans la planète. Et même représenter un modèle pour le reste de la planète. Alors, j'ai déjà un peu ouvert ce terrain. Et alors, le rôle de l'Afrique, l'Afrique a été important dans notre passé et sera peut-être important aussi dans notre avenir, dans l'avenir de, de la planète, de l'univers, quoi que ce soit, dans l'avenir de l'humanité, mais surtout dans l'avenir de l'Afrique elle-même. Merci. Merci, Monsieur Stéphane Bage, Baye. Merci. Monsieur Stéphano Baye, pour votre communication intitulée Autonomie d'un transhumanisme africain. Alors, l'idée centrale était qu'il y ait un transhumanisme de type spécifiquement africain, et cela doit passer par la reconquête de nos ressources humaines, par la résistance à la technophobie et surtout par la création de la richesse. Donc, en gros, un transhumanisme de type spécifiquement africain qui doit peut-être s'accommoder avec la culture africaine, avec les réalités africaines. Merci, Monsieur Stefano
Bye.